Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format pour la chaîne, les rétrospectives. Format dans lequel je reviendrai sur les épisodes de la série, les anciens et ceux à venir. Pour commencer, je ne voulais pas revenir sur un épisode en particulier, mais sur le personnage même du Docteur, l'un de mes personnages de fiction favoris. C'est pour moi une belle manière de débuter ce format que par un classement de mes Docteurs favoris, en tout cas ceux de New Who. En effet, n'étant pas assez familiarisé avec la série classique, je ne me permettrai pas d'évoquer ici les 8 premiers Docteurs. Ne vous inquiétez pas, cela dit, cela fait partie de mes objectifs de 2024 de rattraper la série classique et on y reviendra sur la chaîne. Je ne parlerai aussi que des Docteurs principaux, c'est-à-dire que j'exclus les Docteurs qui ont eu très peu de temps d'écran dans la série, comme le War Doctor de John Hurt ou le Fugitive Doctor de Joe Martin. Commençons par une mention spéciale, le 15e Docteur d'Enshuti Gatwa. Bien évidemment, Enshuti n'ayant qu'un épisode et demi à son actif, il n'était pas possible pour moi de le comparer aux autres. Cependant, je tiens tout de même à l'évoquer. J'adore Enshuti dans le rôle. Je trouve qu'il déborde d'un charisme et d'une joie de vivre qui sont si symboliques du Docteur. Dès son premier épisode, The Church on Ruby Road, j'ai été totalement charmé par son incarnation et j'ai hâte de le voir s'épanouir dans des épisodes avec un peu plus d'enjeux que de simples gobelins, dans des histoires sombres et dramatiques qui exploreront le côté presque divin du Docteur. Numéro 6, le 14e Docteur, David Tennant. 14 n'a pas énormément de temps d'écran dans la série, c'est vrai, mais il est considéré comme un docteur principal pour Russell T Davies, ayant même droit à son petit numéro, alors je vais le noter comme les autres. Malheureusement pour lui, l'addition est plutôt salée. Non pas que je trouve son incarnation mauvaise, pas du tout, mais plutôt que je n'aime pas trop ce que Ortidy a fait avec. J'ai pas été très enthousiasmé par les 3 épisodes spéciaux, et le plus classique, Wild Blue Yonder, est sans doute mon favori. Bien que je trouve intéressant d'explorer le fait que le docteur ne s'arrête jamais de courir et de prendre le temps de faire son deuil, c'est un élément qui a déjà été exploré dans Power of the Doctor, un épisode plus tôt. En effet, avant d'écrire les 3 spéciaux, Ortidy n'a pas regardé Power of the Doctor, et ça se sent. On sent comme une redite, et le fait que le Docteur de David Tennant ait le droit de se reposer, et une deuxième incarnation qui vit encore dans le canon de Doctor Who me dérange. C'est tout le concept de bigénération qui me dérange en vérité, mais on y reviendra dans une autre vidéo. J'ai tout de même apprécié revoir David Tennant à l'écran, et j'ai aimé le fait qu'il joue son Docteur assez différemment du 10e pour voir tout l'impact que les 9 dernières saisons ont eu sur son personnage. Numéro 5, le 13e Docteur, Jodie Whittaker. C'est un peu par défaut que le 13e Docteur se retrouve aussi bas dans le classement. C'est pas son incarnation que je trouve en deçà des autres, bien qu'elle ait selon moi des défauts, mais l'écriture qui l'accompagne, qui, vous l'aurez compris, m'a beaucoup moins convaincu que les saisons de RTD ou de Moffat. Je ne tiens quand même pas à participer à l'acharnement qu'est une certaine partie de la communauté sur Chris Chibnall, et je ne trouve pas que toute son ère est à jeter, au contraire. Le concept du Timeless Child fait sens, mais comme pour la bigénération, il aura le droit à sa propre vidéo tant le sujet est dense. Je respecterai éternellement Chris Chibnall pour avoir sauvé la série, alors que celle-ci était au bord de l'annulation pendant la période Covid. En effet, s'il n'avait pas écrit Flux en une soirée pour proposer une saison aux fans malgré le confinement, je ne sais pas où en serait la série de nos jours. Concernant les audiences, ce n'est pas tant la faute de Chris Chibnall, mais plutôt le mode de consommation qui a changé. Les séries se consomment désormais beaucoup plus sur des plateformes dédiées plutôt qu'à la télé. Et l'impact de la diffusion de la série sur Disney+ cette année s'est directement fait ressentir. Mais bref, revenons-en au Docteur en elle-même. Je faisais partie de ceux excités à l'idée de voir pour la première fois mon personnage préféré incarné par une femme. Et dès The Woman Who Fell to Earth, Jodie m'a complètement séduit. Un peu à la manière d'Enshuti, son enthousiasme débordant m'a complètement convaincu lors de sa première aventure. Et je trouve que tout au long de sa tenure, le 13e Docteur aura su rester le Docteur enthousiaste et optimiste qu'une partie de la communauté a appris à adorer. Oui, le Docteur c'est aussi le dieu vengeur incarné par David Tennant dans les saisons de Ortidy, l'alien fou des saisons de Moffat, mais c'est aussi un être débordé d'optimisme qui est amoureux de son univers. Et ça, les saisons de Chibnall l'ont parfaitement retranscrit. Je dirais même que certains épisodes du 13e Docteur sont de véritables pépites, comme Rosa, Demons of the Punjab ou encore Power of the Doctor. Le gros défaut de cette incarnation pour moi, c'est qu'elle n'est pas assez actrice de sa propre histoire, cherchant sans cesse l'aide de sa famille, comme elle l'appelle. Le parfait exemple de ça est pour moi dans Eve of the Daleks, où le Docteur passe des années enfermé en prison et attend que Jack Harkness vienne la sauver pour s'échapper. Sérieusement ?
On parle du docteur qui a réussi à détruire un mur de plusieurs kilomètres, fait entièrement de diamants par la seule force de ses poings, et c'est une petite prison qui vient l'arrêter. Ça n'a aucun sens. Et 13 manque cruellement de ce genre de moment. Ce genre de moment où on se dit mais le docteur, quel badass sérieux. Beaucoup trop d'actions sont complètement en désaccord avec le personnage du docteur, comme quand elle asphyxie toute une espèce d'araignée dès sa première saison, ou qu'elle révèle le vrai visage du maître, qui lors de sa plus récente incarnation est une personne de couleur, à des nazis. Je veux dire, sérieusement, on se rend compte de la dinguerie? Ses compagnons ne sont pas non plus son plus grand point fort, que ce soit Ryan, qui est décidément le personnage le plus vide de la nouvelle série, ou même Yas, qui a passé la majeure partie de l'ère Chibnall à être un second couteau, et qui ne sera sauvé que par le fandom et son ship avec le docteur, qui certes sera exploré dans les derniers épisodes, leur relation d'ailleurs très touchante et réussie, mais ça arrive beaucoup trop tard pour en faire un compagnon véritablement marquant. J'ai beaucoup de sympathie pour Graham et Dan, cela dit, qui remettent en question certains actes du docteur, ce qui est pour moi l'un des rôles principaux d'un compagnon. Mais j'ai quand même beaucoup de sympathie pour 13. Déjà parce qu'elle se prend beaucoup trop de haine sur les réseaux pour rien, mais aussi parce que Jodie reste une superbe actrice qui aura amené beaucoup d'optimisme. Bienvenue au personnage. Numéro 4, le 10e docteur, David Tennant. Rangez vos fourches, rangez vos fourches. J'aime beaucoup le 10e docteur de David Tennant. Son classement ne veut pas dire qu'il est mauvais, bien au contraire. Simplement que je l'aime moins que les 3 que je m'apprête à citer. Commençons par évacuer ce que je n'aime pas du tout du docteur de Tennant. Rose. J'ai horreur de sa relation avec Rose. C'est horrible, sérieusement, c'est horrible. Commençons par la saison 2, qui en plus d'être l'une des saisons les plus faibles de la nouvelle série, gâche complètement la relation entre Rose et le docteur. On reviendra sur sa relation avec le 9e plus tard, mais avec le 10e, c'est beaucoup trop fusionnel. Il n'y a aucun conflit, ce qui enlève tout intérêt à leur relation, et qui, au lieu de faire de Doomsday un épisode dramatique, en font pour moi un véritable soulagement. Comme j'ai dit plus tôt, pour moi le compagnon du docteur se doit de le remettre en question, pour pas qu'il n'aille trop loin, car seul, le docteur peut se montrer très cruel, comme Donna Noble le dira si brillamment dans A Runaway Bride. Find someone. I don't need anyone. Yes, you do. Because sometimes I think you need someone to stop you. En plus, ce n'est pas les occasions qui manquent dans la saison 2. Le docteur abandonne Rose pour rester avec Madame de Pompadour dans le passé, il l'empêche de voir son père dans le double épisode sur les Cybermen, il se moque d'elle quand il se rend compte qu'elle est dans cet univers un chien, il ne fait qu'insulter l'intelligence de sa mère dans le final, il la laisse seule à la surface dans The Satan Pit, bref, d'autant plus qu'il y a une autre raison de conflit toute trouvée. Le docteur a changé, il s'est régénéré. Mais au lieu de faire passer ça pour un bouleversement pour le personnage, on expédie ça dans l'épisode de Noël, et Ortidy se contente de dire dans New Earth que ce changement rend le docteur sexy. Vraiment. Heureusement que notre dieu et maître à tous, Steven Moffat, explorera beaucoup mieux le bouleversement que peut engendrer une régénération du docteur, non pas dans un épisode de Noël, mais dans l'entièreté de la saison 8. Et cette relation sera encore plus horrible après, lors de la saison 3, où 10 est un véritable connard avec Martha, citant sans arrêt Rose, et à quel point Rose, elle est géniale, et que Rose, elle aurait trouvé la solution, et que ouin ouin ouin, et que ouin ouin ouin, alors que c'est pas vrai en plus. À aucun moment de la saison 2, Rose n'a la solution. C'est ce côté pleureur du 10e docteur qui me le rend parfois insupportable. Encore plus dans The End of Time. Oh mon dieu, The End of Time. Ouin ouin, je veux pas mourir. Ouin ouin, I don't wanna go. Ouin ouin. C'est insupportable. Autant son craquage à la fin avant de devoir sauver Wilfried a du sens, tant c'est injuste. Autant ça n'a aucun impact sur la suite. C'est ce moment qui devrait servir de rédemption pour le docteur de Tennant. Oui, c'est injuste, mais t'es le docteur, mec. Mais au lieu de ça, on se retrouve avec un stupide et gênant. I don't want to go. Surtout que je trouve ça très injuste de faire un épisode centré sur le fait que le docteur ne veut pas de changement, alors que tu t'apprêtes à transmettre le show à une toute nouvelle équipe, à un tout nouveau showrunner et à un tout nouvel acteur. Tu rends automatiquement le public attaché à Tennant réticent à l'idée de continuer la série sans lui. Et ça vient totalement contraster avec le véritable message de la régénération, un ode au changement. Encore une fois, notre dieu et maître à tous, Steven Moffat, explorera bien mieux à quel point le changement peut être difficile à supporter pour le docteur. Non pas parce qu'il ne veut pas s'en aller, mais plutôt parce qu'il a passé 3 saisons à chercher qui il est, qu'il le trouve enfin et qu'il doit changer. Mais bon, c'est le docteur et... Doctor. I let you go. I let you go. C'est des mots qui m'ont beaucoup plus marqué que I don't wanna go. Cependant, finissons par le positif parce qu'il y en a.
Le 10e Docteur n'est pas l'incarnation définitive du Docteur dans l'imaginaire collectif pour rien. Déjà, David Tennant est un merveilleux acteur qui s'épanouit vraiment dans le rôle. Le 10e Docteur est l'un des meilleurs exemples de l'équilibre entre l'être enthousiaste, optimiste et avide de découvrir le monde et le dieu vengeur qui ne donne pas de seconde chance. C'est en ça que j'aime beaucoup le concept du Time Lord Victorious d'ailleurs, malheureusement trop sous-exploité et directement abandonné pour le chouineur de The End of Time. David Tennant, c'est aussi l'une des meilleures saisons de la série, la saison 4, et son alchimie avec Donna Noble, absolument fantastique. Fini les romances à deux balles, là c'est du sérieux. Donna Noble remettra sans cesse les actions du Docteur en question. Please. Not the whole town. Just save someone. Oui, Donna, merci Donna. La fin de leur relation sera d'ailleurs la plus bouleversante de la nouvelle série. Malheureusement, totalement gâchée par la résolution totalement conne de The Star Beast. Oui, c'est complètement con, je suis désolé. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. La saison 4, c'est aussi Avengers Infinity War avant l'heure, avec son final complètement épique qui verra la réunion de l'entièreté du cast de l'ère Davies. Une belle récompense pour les fans. Mais finalement, le 10e Docteur, c'est le plus humain d'entre tous. Il est bourré de défauts et a des relations très proches avec ses compagnons, et c'est peut-être pour ça que les gens le préfèrent. C'est facile de s'identifier avec le 10e Docteur, et honnêtement, c'est génial. C'est juste pas ce que je recherche du personnage. Numéro 3, le 9e Docteur, Christopher Eccleston. Grandir, c'est comprendre que le 9e Docteur, c'est l'un des meilleurs. Ayant commencé la série dans les années 2010, le Docteur pour moi c'était David Tennant ou Matt Smith, et j'ai eu tendance à complètement passer à côté de la saison 1. Principalement pour ce côté très daté au niveau des effets spéciaux, et le fameux filtre Vaseline qui rend l'image très brillante, si distinctive de cette saison. Mais c'est en grandissant et en revoyant la saison que j'ai vu la lumière. J'adore Eccleston, il est juste... Fantastic. Commençons par Rose, que j'ai passé mon temps à critiquer précédemment. Ici, sa relation avec le Docteur est très conflictuelle, et elle remet sans cesse en question certains des choix du Docteur. 9, c'est aussi un Docteur très important, parce qu'il était le premier contact du public avec le Docteur depuis le film de 1996, et il est très différent des précédentes incarnations, principalement à cause de la guerre du temps, qui torture véritablement cette incarnation. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus avec le Docteur d'Eccleston. C'est un être torturé par les actions qu'il a dû effectuer dans le passé, mais il essaye tant bien que mal d'avancer, et d'être émerveillé par l'univers qu'il a devant lui. Je trouve aussi que c'est un Docteur incroyablement drôle, et beaucoup de ses blagues font mouche, tant l'acteur a un excellent timing de comédie. A bit of a surprise. Can't wait to see her face. Well, she's just having a cup of tea. Just go in there and tell her the doctor would like to see her. Doctor Who? Just the doctor. Tell her exactly that. The doctor. Hang on a tick. The Lord Mayor says thank you for popping by. She'd love to have a chat, but she's up to her eyes in paperwork. Perhaps if we could make an appointment for next week. She's climbing out the window, isn't she? Yes, she is. C'était d'ailleurs l'un de ses défis. Eccleston, alors typecasté dans des rôles beaucoup plus dramatiques, a dû passer son audition dans une scène comique, scène qu'il a brillamment interprétée et qui lui a permis de décrocher le rôle. Je pense que le fait que 9 n'est qu'une saison aide aussi beaucoup à son appréciation. En effet, c'est l'un des rares Docteurs où on en veut plus, tellement on a peu de temps en sa compagnie. Un KBO de 9, bien que très improbable, serait pour moi bien plus mémorable qu'une énième apparition de Tennant ou même un retour de Matt Smith. Ce côté très éphémère a rendu sa régénération d'autant plus mémorable. Ici, l'histoire n'est pas centrée sur le fait que le Docteur va se régénérer, c'est juste une aventure très dangereuse, brillamment écrite, un des meilleurs finales de la série selon moi, où le Docteur finit par se sacrifier pour sauver Rose. La régénération n'est que la conséquence de l'aventure, et l'aventure n'est pas écrite pour que le Docteur se régénère. Régénération qui est aussi très optimiste, et on quitte Eccleston avec un immense sourire. And you know what? So was I. Numéro 2. Le 11e Docteur, Matt Smith. Mon Docteur. Le Docteur avec qui j'ai commencé la série. Matt Smith, c'est pour moi l'ère Moffat. Et l'ère Moffat, c'est mon ère favorite. Tout simplement parce que
Bien que j'aime le côté beaucoup plus épique de l'ère Russell T Davies, j'adhère beaucoup plus au concept de Moffat. Doctor Who est un conte de fées, amplifié d'ailleurs par la sublime bande-son de Murray Gold. Et 11, c'est pour moi le héros de conte de fées parfait, l'ami imaginaire d'Amy Pond, l'homme dépareillé. Déjà, Smith est, dans la même veine que Capaldi, un docteur très alien, tant il est mal à l'aise socialement et surtout à quel point il peut se montrer froid et intransigeant. C'est ce que je préfère voir du docteur. J'ai aucun problème à le voir en relation avec une terrienne, mais j'aime qu'il y ait une distinction claire entre Amy et le docteur. Distinction qui est surlignée par Rory Williams. Ah, Rory, le GOAT. Le centurion qui a attendu des millénaires pour revoir sa dulcinée. C'est une histoire magnifique. Je crois que ce qui rend Smith si solide, c'est à quel point son introduction est forte. The 11th Hour, c'est pour moi la meilleure introduction à la série pour un nouvel arrivant. Un épisode qui a mieux vieilli visuellement que Rose, par exemple. C'est un soft reboot de l'ère Davies et tous les enjeux sont mis en place. La nouvelle compagne, Amelia Pond, un peu de mystère avec la fissure dans le mur, un docteur magique et extravagant, des problèmes de voyage dans le temps et le désormais légendaire Hello. I'm the Doctor. Basically, run. Dès son premier épisode, Smith se présente comme le Docteur. Et ce n'était pas une tâche évidente tant Tennant était inscrit dans l'esprit collectif. S'ensuit alors pour moi la meilleure saison de New Who, une saison avec un fil rouge extrêmement intrigant et solide, des épisodes géniaux et émouvants comme Vincent and the Doctor, et des compagnons très attachants, Amy et Rory, dont l'alchimie avec le Docteur est fantastique. J'aime tout chez Smith, sa tenue, son célèbre nœud papillon et l'intérieur de son TARDIS, qui est pour moi le plus beau de la série. Son sacrifice dans The Big Bang est pour moi l'action la plus symbolique de qui est le Docteur, un être altruiste, prêt à tout pour défendre son univers. Le tour de force de Smith, c'est aussi à quel point son acting est juste, et il arrive parfaitement à incarner les yeux âgés, enfermés dans un visage si jeune. Et c'est ce qui rend son Docteur si convaincant, aussi loufoque qu'effrayant. Il est vraiment génial. Ses discours sont tout aussi fabuleux, que ce soit celui de la Pandorica, celui des anneaux d'Akaten, ou encore celui de sa régénération. Attardons-nous sur sa régénération. C'est simple, c'est la meilleure de la série. Il invite le changement, il lui souhaite la bienvenue. We all change. When you think about it, we are all different people, all through our lives. And that's okay, that's good, you gotta keep moving, so long as you remember all the people that you used to be. Ces lignes sont bourrées d'émotions et sont pour moi la parfaite définition de la régénération, qui nous la font comprendre même d'un point de vue humain. Vous et moi, nous nous sommes déjà régénérés. Nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a 10 ans, simplement que notre visage est resté le même. Celui du docteur, lui, change. Mais le changement, c'est ce qui nous aide à grandir. Il ne faut pas le rejeter, mais l'accueillir. Un côté que j'aime beaucoup, ce sont aussi les épisodes de Noël de l'ère Smith. Je trouve que les épisodes de Noël de RTD sont assez moyens. Mais ceux de l'ère Moffat sont incroyables, reprenant des contes de Noël pour les adapter à Doctor Who. Et je trouve que Smith, notamment dans A Christmas Carol, est le parfait relais de cette adaptation, prenant le rôle d'un vieux magicien qui veut rendre toute sa magie au jour de Noël. Bien que la magie d'ailleurs de la saison 5 n'ait pas réussi à être recapturée dans les moins bonnes saisons 6 et 7, Smith lui en reste le constant génie. Et son chant du cygne, The Day and the Time of the Doctor, sont une magnifique conclusion à l'ère qui m'a fait aimer cette série si chère à mon cœur. Mais alors pourquoi est-ce que Smith est seulement deuxième ? Ai-je changé d'avis avec les années ? J'ai revu ces saisons récemment et... non, je l'aime toujours autant. Simplement que l'incarnation suivante m'a totalement embarqué avec elle. Numéro 1. Le 12e Docteur, Peter Capaldi. Peter Capaldi. Il avait une tâche très difficile, passer après Matt Smith, mon docteur. Et comment dire, c'est devenu mon préféré. Pour faire simple, Capaldi c'est ce que je vois quand je pense au docteur. Que ce soit physiquement ou par ses actions, Capaldi est pour moi l'incarnation ultime du docteur. Physiquement, il est plus âgé, mettant directement une distance avec ses compagnons, mais aussi le rendent instantanément plus instruit et sage que les personnages qu'il rencontre. Ses cheveux, complètement loufoques dans ces 2 dernières saisons, accentuent son côté alien et en marge de la société, et ses tenues qui sont pour moi la garde-robe ultime du docteur. On y retrouve tout ce qui a fait le charme des incarnations passées, de longs manteaux, des plus courts mais colorés, bref, vraiment le docteur ultime. Ce que j'aime vraiment avec 12, c'est à quel point son personnage a évolué.
Dans la saison 8, il ne sait pas exactement qui il est. Il vient de passer des centaines d'années sur Trenzalore et ne comprend plus s'il est un être bon ou mauvais. Il est dans cette saison très expérimental avec lui-même, quelquefois froid avec ceux qui l'entourent, d'autres fois plus doux. Il essaye de se trouver, et c'est ce qui rend la conclusion d'autant plus brillante. Il n'est ni l'un ni l'autre. I am an idiot with a box and a screwdriver. Just passing through, helping out, learning. Et à partir de là, le 12e Docteur devient absolument phénoménal. Il se lâche complètement, apparaissant au début de la saison 9 avec une guitare et des lunettes de soleil soniques. C'est dans cette saison que sa relation avec Clara est aussi explorée. La relation est clairement toxique tant les deux deviennent fusionnels, mais contrairement à la saison 2 où le problème n'est même pas reconnu, ici c'est voulu. Et il sera exploré dans l'exceptionnel finale de cette saison 9, Heaven Sent, Hellbent. Ici le docteur est prêt à aller dans des extrêmes, en ramenant Clara à la vie coûte que coûte. Le seul moyen pour lui de redevenir lui-même étant de l'oublier. Je ne comprends pas ce qui décrit Hellbent. C'est pour moi la conclusion logique de cette histoire. L'hybride, étant Clara et le docteur, est comparable pour moi à la relation entre Rose et le 10e docteur dans la saison 2. Tennant est allé dans des extrêmes tout aussi fous, en provoquant l'explosion d'une étoile juste pour avouer à Rose ses sentiments. La seule différence étant qu'ici, le docteur paye pour ses actions et oublie Clara. La saison 10, c'est la capaldance ultime. Le docteur est un professeur à l'université, et c'est pour moi la parfaite métaphore de ce qu'il est. Un professeur, un guide, et sa relation avec Bill Potts est extrêmement touchante. J'aime beaucoup les petits moments où les deux dialoguent en mangeant des frites. C'est un moment très humain où le docteur se dévoile véritablement à nos yeux. Sa relation avec le maître est également extrêmement bien développée et amplifie à quel point le final de la saison 10, The Doctor Falls, est pour moi le meilleur de toute la série. Le numéro 1, sans contestation possible. Le discours du docteur à ce moment-là est pour moi le meilleur moyen de présenter le personnage à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas. I do what I do because it's right, because it's decent, and above all, it's kind. It's just that. Just kind. S'ensuit alors une régénération que j'aime beaucoup. Le docteur, réticent à l'idée de changer de nouveau, se retrouve confronté littéralement à son passé, également réticent à ce changement, et ils comprennent tous deux qu'il est nécessaire. Il se laisse alors aller dans un discours profondément émouvant dans son TARDIS, donnant ses ultimes conseils au docteur qui s'apprête à surgir. Bref, Peter Capaldi, c'est le docteur. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas que si nos avis diffèrent, c'est complètement normal. Je n'ai pas l'avis ultime sur Doctor Who, et je ne fais que partager un ressenti profondément personnel. N'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Moi de mon côté, je vous retrouve mercredi, et à bientôt tout le monde.